Et s'il peut jouer, ou alors s'il va encore subir des nouvelles blessures, quoi. Bah, le problème à mes yeux, c'est que oui, sur le papier, c'est vraiment une bonne recrue, surtout au vu du prix. Mais le truc, c'est que comment ça va se passer au niveau de l'animation offensive? Parce que le mec a besoin de recevoir le ballon. Et là, en ce moment, l'animation offensive est tellement faible que je vois pas comment qu'il pourra sortir son épingle du jeu. Plus, ouais, physiquement, il est quand même un peu fait en cristal et bon, t'as un petit peu le cliché des bouchers de Ligue 1, mais bon, c'est pas faux. En même temps, il y a tellement de joueurs qui se sont cassés la gueule à ce niveau-là. Et lui, bon, franchement, j'ai des gros doutes quand même sur son transfert. C'était un joueur qui était très très fort quand il était à l'Ajax. La blessure l'a un peu freiné, il a perdu un peu en vitesse. Et depuis sa blessure, il se blesse régulièrement, 1 à 2 fois par an, effectivement. Donc, mais après, un joueur qui met entre 10 et 15 buts par an en Serie A, je pense qu'en Ligue 1, il peut mettre ses petits buts. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une Mitroglou qui marquait beaucoup, Mitroglou, avant de venir à l'Olympique de Marseille. Hein. Donc bon, Après, Mitroglou, il était à Benfica, c'est pas tout à fait la même chose. c'est sûr, après, il est arrivé à moitié blessé et ça n'a pas aidé. Puis après, le système de jeu aussi mis en place par l'Olympique de Marseille n'aidait pas forcément Mitroglou. Après, je ne défends pas Mitroglou, c'est loin d'être un crack, mais ça ne l'a pas forcément aidé. On va passer De toute façon, moi, je vois pas trop. bientôt au sujet suivant, du coup, mais je vous laisse donner vos derniers J'ai du avis. mal à savoir il va réussir à marquer s'il n'a pas tellement de service. Quoi. Enfin, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner derrière. Donc le mec, il peut marquer autant qu'il veut, ou être aussi bon en finition qu'il veut. S'il n'a pas les ballons, il va rien faire du tout. Ouais. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, s'il y a une amélioration du jeu par le biais d'un joueur comme ça qui arrive à rassembler l'équipe autour de lui, je sais pas. Là, Avec, on a une question dans le chat assez intéressante. Merci pour vos avis sur ce premier débat. Du coup, on peut passer au suivant, qui est donc concernant les challengers du PSG cette année, Lille-Lyon. Qui est le vrai outsider selon vous? qui commence? Vas-y, hein, tu peux commencer si tu veux. Pardon, Lorraine, pardon. C'était pas toi qui parlais, mais. Alors, oui, c'est moi. Donc, pour moi, entre Lille et Lyon, le club a toujours été Lille depuis le début de la saison. Même si ils ont eu quelques coups d'arrêt, ça reste un club qui est resté assez solide, tandis que Lyon, on n'est pas sûr sur la durée. Des transferts de Depay, de Aouar, etc. Les problèmes avec Rudy Garcia, les supporters, et enfin, dans l'atmosphère, j'ai l'impression que Lille est un club plus, même s'il y a eu des histoires aussi cet hiver avec le président, etc. Mais en tout cas pour moi, Lille est favori, même si Lyon a été en tête avant ce week-end. Bah, je suis plutôt mitigé. Pourtant, bon, j'ai une grande affinité avec Lille. J'en suis un supporter, mais là, à l'heure actuelle, je trouve que Lyon a quand même une animation offensive plus intéressante. Il y a aussi l'aspect Coupe d'Europe qui va peser pour Lille. Donc Galtier va devoir faire des choix. Mais derrière, Lille a quand même une défense, vraiment le duo défensif Botman-Fonté, c'est quand même ultra solide. L'effectif est vraiment soudé malgré la crise qu'il y a eu avec l'affaire de l'étang, mais pour autant ça a l'air de tenir. Le seul truc qui est dommage, c'est que j'ai l'impression de revoir un peu le Lille de début de saison qui allait un peu au forceps pour avoir des victoires. C'est comme ça a été le cas par exemple là, contre Reims. Victoire 2-1 du LOSC, mais vraiment à l'arraché. C'était un peu le cas aussi contre Rennes où on voyait vraiment que devant ça galérait un petit peu et les tas sont encore un peu trop juste contre les gros. Et du côté de Lyon, il faut aussi citer des joueurs qui reviennent
reviennent quand même bien, qui n'avaient pas le vent en poupe par rapport aux supporters, et pour autant, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça va vraiment être intéressant de les suivre. Moi, je comprends pas. Tu dis que tu es supporter de Lille, t'es pas supporter de Chelsea? Ah, on aime bien supporter plusieurs clubs. Je suis un footix, c'est normal. On parlera de je Chelsea dors tout à à l'heure, l'Emirates. d'ailleurs, ça sera intéressant. Au moins, Du coup, si oui, tu es chez moi, moi, j'ai donné mon c'est avis du coup en tant que supporter lyonnais. Donc, très honnêtement, j'étais au début de la saison, avant que ça commence, je vais pas faire Madame Irma, mais je m'étais dit que Lyon pouvait être haut dans le classement, notamment vis-à-vis du fait qu'il n'y avait pas de Coupe d'Europe. Et que la dernière fois que Lyon n'a pas eu de Coupe d'Europe en championnat, la saison s'était très bien passée. Donc je m'étais dit, puis après, il y a eu le premier résultat, j'étais un peu inquiet, notamment avec les départs éventuels de Paille, il part pas, on sait pas. Aouar aussi, effectivement. Mais force de constater, que déjà, que déjà certains joueurs qui étaient en méforme comme Marcelo depuis un an, ils sont irréprochables. Que le milieu de terrain est devenu une vraie force à l'OL, où il y a 5 joueurs quasiment qui peuvent. Enfin non, Jean-Lucas il est parti, mais il y a les 4 joueurs qui peuvent vraiment prétendre à un poste de titulaire. Non, 5 joueurs du coup, oui, 5 joueurs. Qui peuvent presque prétendre à un poste de titulaire. Et donc ça apporte une variété, une force au milieu de terrain qui fait que bon, on est plus maître du sujet, quoi. C'est plus facile d'avoir un Paqueta ou un Guimarães qui sont capables de faire des passes vers l'avant même sous pression, que tout le temps d'avoir je veux pas taper sur lui pour taper sur lui, d'avoir des Lucas Touzard qui dans ce domaine-là n'étaient pas forcément très à l'aise. Il y a la bonne surprise Chino Kadewere. Alors moi je le connaissais pas trop en Ligue 2, j'avais juste vu des vidéos et la plupart des vidéos que je voyais, il marquait des tapines sur le FF. Donc c'était bon, après on va dire qu'il faut les mettre, il faut être bien placé, donc ça dénote une certaine des pouces ballon, ouais. Une certaine intelligence de jeu, mais bon, ça demandait à voir surtout pour lâcher Gouiri. Et Toko Ekambi qui était venu avec pas forcément aimé par certains supporters à cause du fait qu'on ait pris Toko Ekambi pour lâcher Amin Gouiri. Et donc il était un peu parti avec une cote de désamour, notamment avec aussi ses poteaux et ses occasions ratées, et puis c'est son interview de cet été là qui était un peu mal passé. Mais lui aussi a su, on sait exploiter ses qualités parfaitement, donc ça permet d'avoir quelque chose qui est quand même très intéressant, quoi. Sans compter Aouar, pas Aouar. C'est pas une bonne saison, mais Memphis qui est toujours là pour porter. Anthony, du coup, tu penses pas que Monaco peut se mêler à la lutte, par exemple? Pour moi, honnêtement, Lyon et Lille, pour moi, c'est deux équipes qui ont actuellement assez. Alors certes, ils ont chacun leur style de jeu atypique, mais pour moi, ils se valent assez. Et il faut penser aussi à Lille qui va jouer l'Europa League. Donc, ils ont plus de matchs dans les jambes, comme on dit. Et plus Lyon, avec la stabilité du club, que Lille qui a pas mal d'histoires en dehors des terrains, notamment à la présidence, et qui va devoir jouer la Coupe d'Europe. Donc, si je devrais choisir entre Lyon et Lille, Ok. Mais donc, ça serait plutôt pour être vraiment challenger, ou vous ne croyez pas du tout au titre, par exemple, pour l'une de ces deux équipes? Moi, je crois pas du tout au titre. Je pense que le PSG finira avec 10-15 points d'avance. 15 points? Peut-être pas avec énormément d'avance. Ouais, 10. Au moins 10. Ouais, je pense que ça sera plus serré que ça, quand même. Parce que 15, ça voudrait dire qu'il y a quand même un bon écroulement vers la fin des deux équipes, quoi. Parce que là, on n'y est pas pour l'instant. Moi, je vois bien le PSG faire une grosse saison. Après, ils vont peut-être se relâcher. Mais je pense qu'ils auront le titre déjà avant la dernière journée. Peut-être qu'ils vont se relâcher après. Du coup, il y aurait peut-être pas autant de points. Mais ouais. C'est pas pour faire le fan de Lyon quand même à Monaco. Je dis rien, mais. Ouais. Je parle pas forcément pour le titre, mais pour la deuxième place en tout cas. C'est sûr qu'ils peuvent se mêler à la bataille pour la deuxième place. Ça a l'air de les mieux avec Nico Grec. Oui, il y a une question, il faut quand même que je regarde du coup sur Twitch, qui nous parle de Yazice du coup. Que pensez-vous du pied gauche de velours de Youssouf Yazice?
C'est un crack. Bon, Y a hein, pas... moi je vous ai dit, moi j'aime beaucoup Lille, donc Nonaïm. c'est un des joueurs phares de l'équipe. Il fait partie de ces mecs qui ont cette capacité d'explosion individuelle quand même, qu'on retrouve beaucoup. C'est ce qu'on attend aussi de Renato Sanchez, mais bon, vu qu'il a un abonnement à l'infirmerie pour l'instant, ça reste compliqué à juger. Après, ouais, on sait que c'est un joueur qui se blesse beaucoup, Renato, mais Lille arrive à faire 100, quoi. Effectivement. Donc, moi, je vais vous dire, en vrai, avant le limogeage de Tuchel, je croyais que Paris n'allait pas être champion. Et là, maintenant, je sais pas trop. Je suis pas sûr qu'ils vont l'être non plus, mais j'ai un petit doute quand même. Moi, je pense que si, honnêtement. Donc, Faut voir comment ça se passe avec Pochettino dans les jours, semaines qui viennent. Mais je pense qu'il y a pas de raison que ça se passe vraiment mal. Après, est-ce que Lyon a pas un meilleur banc que Paris? Je suis pas sûr, hein, parce que c'est la Ligue 1. Je sais qu'ils ont un bon milieu, Lyon. Ils peuvent avoir Aouar ou Cacré sur le banc. Mais Paris, est-ce qu'ils ont vraiment un super? Quand même, je sais pas, ça, quand même, ils ont quand même, à part, je veux dire, au poste en défense où c'est quand même compliqué. Je pense notamment sur les côtés. Ouais, c'est sûr, ça parce reste qu'il y a des grosses blessures. Avec Bernat qui est blessé, ça aide pas. Ouais, parce que Baker, c'est pas trop ça, quoi. On sait pourquoi l'Ajax l'a lâché. Baker. Il nous reste 25 secondes si vous voulez dire un dernier mot sur peut-être annoncer votre pronostic final du coup. Qui des deux va finir le plus haut entre Lille et Lyon? Bonsoir à tous. Bonsoir. Nice. Bonsoir. Je peux rajouter quelque chose? Ouais, vas-y vite. Moi, je crois au titre de Lyon pour une seule et bonne raison. C'est une C'est invasion. que Paris a fait match nul contre Saint-Etienne. Ouais, d'accord. Voilà, Je rappelle que c'est pour moi. Sniper, je supporte la SSE. Je rigole. Ça Moi, marche. je crois au titre de Lyon à une seule condition, c'est que Paris ne choque pas contre Barça et gère plus et se concentre plus sur la Ligue des Champions que sur le championnat. T'inquiète, le Barça est déjà... Si admettons ils se font niquer par Barcelone, Non. je pense vraiment que ça sera mort C'est pas possible. pour Lyon pour le titre. C'est pas possible quoi qu'ils perdent contre Barcelone. Ouais. Barcelone est trop faible. Ah, ça c'est un autre sujet. C'est trop faible mais Ça c'est un autre sait que sujet. Paris, On va en parler du Barça posé tout à l'heure. plus On va en parler du Barça. On en tout à l'heure. parlera tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. J'ai des choses à dire. voilà, en tout cas moi je crois juste du coup au titre de Lyon. Mais je crois je vois qu'on commence à être largué en championnat, j'espère que Garcia et les joueurs vont tout miser sur la Coupe de France. Parce que ça fait depuis 2012 qu'on n'a pas de titre et ça commence à faire long. Donc j'espère qu'on va pas délaisser cette compétition. Voilà. Gon, je te laisse reprendre. Et Ouais, bonne soirée à tous parfait. les amis. Merci, Bonne soirée. merci Snipe pour ton intervention. Merci, Snipe. Et donc on va passer au sujet bonbon du soir qui va faire plaisir au créateur du Discord mais qui n'est pas là ce soir avec nous. Qui est le sujet Ligue 2. Il tire 3 plombes le générique en fait. Ah putain, c'est pas fini. Ouais, c'est bon, il est fini. Qui était un petit Ligue 2 pour le football français. J'ai choisi cet angle de présentation de sujet un petit peu pour faire polémique évidemment puisque on est comme dans l'équipe du soir, on choisit des titres pour faire réagir les gens. Et en fait du coup c'est parce que Ligue 2 cette année il y a quand même quelques équipes qui proposent selon les règles édictées par les hipsters du foot un football qui est assez attrayant, qui est pas forcément toujours mise en avant, mais en Ligue 2, il se passe des choses. Il y a du suspense à tous les étages.
parce que personne n'est largué, que ce soit en haut ou en bas. Et donc du coup, notamment avec des équipes comme... On aimerait bien que ce soit largué en bas. Ça, une équipe spéciale, genre Nancy. Non, moi, ouais, là, ça fait mal au cœur de voir Nancy 17ème de Ligue 2. Ouais, effectivement. J'ai mon cœur de supporter qui souffre. Nancy qui est dans les bas-fonds du classement et qui galère un peu à s'en sortir, ouais. Ouais, effectivement. Donc on avait donc là en tête actuellement, pour rappeler un petit peu le classement, pour remettre dans le contexte, donc on a 3 et puis Clermont actuellement et qui fait 0-0 pour l'instant contre Sochaux. Sochaux. Mais donc voilà, il y a quand même quelques équipes qui jouent bien au foot et qui proposent du spectacle. Il y a quand même beaucoup de buts. Au début de l'année, on avait beaucoup parlé du PFC et de René Girard. Et oui, mesdames et messieurs, puisque René Girard est en Ligue 2, qui a un petit peu freiné sur ces derniers temps. Puis après, on a toujours le Auxerre de Jean-Marc Furlan, qui est devenu à la mode ces derniers temps, alors que tout le monde pensait que c'était un joueur moyen. Enfin, un joueur moyen, pardon. Un entraîneur moyen, mais ces équipes ont toujours essayé de proposer une philosophie de jeu positive. Et donc cette année avec Auxerre, c'est quand même vraiment pas mal. Je sais pas si vous regardez un petit peu la Ligue 2, peut-être à part toi, Lorraine. Alors moi, à part certains matchs de Nancy, encore je les regarde pas tous. Ça fait pas grand-chose. Après bon, je suis un peu Toulouse, nos losers de l'an dernier. Mais ouais, pour Nancy c'est compliqué. En tout cas. Tu veux peut-être un petit sujet. Il y a eu un rachat récemment. Ouais, un rachat. Ça fait un moment que le club doit être vendu. Donc bon, ça s'est fait au final cette année. Ça parlait à une époque d'être pris par le City Football Group. Bon. Ouais. Finalement, c'est 3 c'est pas fait. C'est dommage. Mais là, les anciens investisseurs, c'est les anciens de Nice, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc à voir ce que ça va donner sur la suite du championnat. Mais oui, donc je sais pas. Est-ce que tu crois quand même au maintien du coup de la AS Nancy-Lorraine? Oui, je pense qu'on va réussir à se maintenir en Ligue 2. C'est comme l'an dernier, c'était compliqué aussi, mais ça devient chaque année compliqué depuis qu'on est redescendu avec le départ de Clément Langlais et tout. Ouais, le fameux Clément Langlais. On va en parler on va en parler dans quelques minutes de Clément Langlais du coup. Je sais pas si quelqu'un d'autre va rajouter quelque chose sur la Ligue 2. Moi je sais que je regarde un petit peu les résultats, notamment de Grenoble. J'ai pas regardé beaucoup de matchs depuis le début de la saison, mais un petit peu de Grenoble du coup, parce que ils étaient descendus très bas et ça fait plaisir de les voir à un bon niveau, en train de se battre pour accrocher peut-être un barrage contre les bons wagons, contre l'ogre toulousain. Ouais. Juste, je suis encore là finalement. Parce qu'en fait, toi, tu regardes plus Ligue 2 que nous, peut-être. Tu parlais qu'il y avait du suspense en Ligue 2 cette année. La Ligue 2, bon, je regarde quasiment aucun match, mais je suis les classements et les résultats. Et en Ligue 2, il y a du suspense tous les ans, que ce soit pour la descente ou pour la montée. Donc, je sais pas, ce championnat est de si spécial, qui est impronosticable. Mais oui, niveau suspense... Parce qu'il y a beaucoup de fermiers, c'est pour ça. Il y a beaucoup de fermiers, c'est ça. Et juste mon petit mot pour L2. Bon, je pense que 3 va monter. Et je vois aussi, tu parlais de Grenoble, je vois bien Grenoble monter aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour ceux qui suivent un peu la Ligue. Alors, si je devais être un pronostic, moi je dirais 3 Toulouse. Moi, je vois bien Toulouse remonter. Toulouse, je les vois remonter direct. Ouais. Après, est-ce que pour Toulouse, ça serait une bonne chose qu'ils remontent aussi rapidement? Dommage qu'on n'a pas fort avec nous. Je sais pas. Est-ce qu'ils peuvent s'installer un peu plus sur la durée comme c'était un club un peu ascenseur et qui maintenant redresse un peu la pente? Parce que regarde, si on regarde 3 justement, ou des équipes comme Caen, à chaque fois leur passage en Ligue 2,
n'est pas très long, mais leur passage en Ligue 1 est très long non plus. Donc, bon, quoique Caen, ils sont restés pas mal de temps en Ligue 2, mais par contre. Bah, Caen, ça fait un petit moment qu'ils sont en Ligue 2 maintenant. Ouais. Bah là, ça fait depuis 2 ans qu'ils sont en Ligue 2, ils sont descendus en 2019. Mais par exemple, 3 à chaque fois qu'ils remontent, ils redescendent de suite. Donc je me dis, des clubs comme ça, est-ce qu'il faudrait pas qu'ils se construisent un peu sur la durée en Ligue 2 pour après vraiment essayer de se tenir 2-3 ans en Ligue 1, un peu comme Guingamp qu'il avait fait. Guingamp, c'est pareil, c'est fragile. Guingamp ou Lorient, c'est pareil, c'est des clubs qui font un peu le. Bah, Guingamp, ils sont restés quand même. Non, Guingamp, ils sont restés 5-6 ans. Oui. En Ligue 1, Lorient, pareil, très longtemps en Ligue 1, une dizaine d'années quand même, alors que 3, enfin bon, c'est vraiment le FC ascenseur, et bon, moi j'aimerais pas être supporter troyen de toute manière, parce que vraiment compliqué à chaque fois, t'as aucune projection, quoi, tu montes bien pour redescendre 10 mois après, enfin bon. Ouais, après, avec le City Group, faut voir quand même, parce que ça va peut-être... Avec le City Group, ça va peut-être changer quelque chose, peut-être au niveau de l'investissement, des infrastructures aussi. La mise en place, ça va peut-être changer des choses. Alors, je reviens juste parce que sur le chat du Twitch, on me fait la réflexion sur Furlan. Alors, moi, j'ai pas dit que c'était un entraîneur moyen. J'ai dit qu'il était considéré comme tel. Moi, Furlan, ça a toujours été un plaisir de voir ses équipes. Même quand il était régulièrement à 3, là, c'était souvent, 3, c'était loin, c'était une équipe qui proposait du jeu. Alors, ils se faisaient tarter parfois dans tous les sens, mais ils ont toujours essayé d'avoir une philosophie positive. C'est pas Pascal Duprat, par exemple. Ami Valentin Dersani. Mais non, Furlan, moi, c'est un entraîneur que j'admire. En plus, il est passé par l'OL en tant que joueur. Bon, après, je le veux pas comme coach. Je suis pas sûr qu'il ait des compétences, mais pour un tel niveau. Mais non, c'est un bon entraîneur de français. Un bon entraîneur de Ligue 2. Après, est-ce que c'est un entraîneur qui peut faire le switch sur la Ligue 1 et être un bon entraîneur de Ligue 1 comme peuvent l'être, je sais pas moi, Julien Stéphan ou Galtier. Effectivement, c'est la bonne question, puisqu'il y a quelques années aussi, celui qui avait fait remonter Brest, si je dis pas de bêtises, puis après il était parti. Il avait signé après à Auxerre sans monter avec Brest. Alors que Brest, ça faisait quand même 4 ans qu'ils étaient en Ligue 2, je crois, et ils les avaient fait monter, pareil, en proposant du football, etc. Donc, et là, Auxerre, ce qu'il fait, c'est pas très intéressant. Auxerre, il se passait pas grand chose depuis quelques temps ces dernières années, et là, il est en train de ramener un nouvel état d'esprit. En plus, ces interviews, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire une de ces interviews, mais elles sont assez intéressantes. Donc, franchement, non. Auxerre, ils se sont réveillés cette année depuis une branlée qu'ils ont mis contre Niort, parce que sinon c'était compliqué Auxerre en début d'année. Oui, c'est vrai. Mais depuis qu'ils ont mis leur branlée contre Niort 6-0, c'est pas mal, ouais, j'avoue. Enfin, au niveau des résultats, après, je suis que les résultats, je suis pas le jeu, donc. Ouais, j'ai regardé un nombre de matchs d'Auxerre plus des extraits. C'est vrai que c'était pas trop mal. Enfin, notamment le Auxerre Clermont là, de samedi, qui était vraiment pas mal. Donc, on va passer au sujet suivant, qui est la première ligue, sujet bouillant du coup. Et en plus, on a la chance d'avoir un supporter ou sympathisant de la première ligue avec nous, donc tant mieux. Il y a 2 même en fait. On va passer du coup, oui, et un notamment de Chelsea. On va passer du coup à la première. Arsenal contre Chelsea. Générique. Ça va chier. Et donc pour la première ligue, donc on a intitulé le sujet Arsenal Chelsea. Qui vous déçoit le plus? Sachant qu'on va le rappeler, bon, pour si vous n'avez pas du tout ouvert internet les pages foot de la journée. Donc Frank Lampard, l'entraîneur en chef de Chelsea, a été limogé à 14h aujourd'hui par le board de Chelsea. Résultat insuffisant. Une première réaction, du coup, on va commencer par du coup l'éviction de Lampard, qui est le sujet à chaud, notamment animal agressif, du coup, vu que toi tu suis particulièrement le club.
Bah, c'est prévisible, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive aujourd'hui, parce que le club avait déclaré plus ou moins que Lampard avait encore quelques matchs pour essayer de redresser le niveau. Donc c'est apprenant, c'est clair que ça fend le cœur, quoi. Je pensais pas que ça allait aussi mal tourner, honnêtement, qu'il y allait avoir autant de problèmes au sein du club et à tous les niveaux. Et c'est pour ça que, pour répondre à la question, pour moi, entre Arsenal et Chelsea est l'équipe la plus décevante. Mais au-delà de ce duel, c'est l'équipe la plus décevante de Premier League pour l'instant cette saison. D'accord, ok. Donc tu poses le cadre pour toi. Ok. Donc Olympique, tu veux réagir à l'éviction de Frank Lampard, l'entraîneur de votre ennemi, enfin pas juré parce que c'est Tottenham, mais un de vos ennemis. Ah, bon, on s'en branle. Ah bah, moi je trouve ça un peu abusé aussi. Normalement, il aurait dû avoir un peu plus de temps, parce que quand tu mets autant de sous dans une équipe, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la plus décevante comme équipe, puisque tu mets 200 millions, ou 35 ou 250, je sais plus. Tu changes toute l'équipe et tu te retrouves à être huitième, là, je crois. Ils sont huitième, c'est ça? 9e. 9e, ouais. Et franchement, ouais, ça allait bien. Et après, bah, je sais pas, c'est parti totalement en vrille. Bah ouais, il y avait quand même pas mal de motifs d'espoir. C'est de là aussi d'où vient la déception. C'est que, et ce qui a été complètement contradictoire d'ailleurs avec le mercato de cet été, c'est qu'à a créé un petit noyau vachement intéressant là autour des Baby Blues avec Mount, Rhys James et compagnie, pour au final derrière faire un mercato vraiment discutable, en tout cas pour Kai Havertz. Et je trouve ça dommage derrière de pas donner de confiance à ce point à des mecs qui ont quand même tenu la 4e place l'an dernier en Première Ligue, qui auraient pu avoir la 3e. C'était très contradictoire du début à la fin, quoi. Ouais, c'est sûr, quand tu vois que la meilleure recrue là, je crois que c'est Chilwell, c'est ça, hein? Le meilleur. C'est Ben, ouais. Ben Chilwell, ouais, qui est apparemment une des seules recrues que Lampard voulait vraiment. Encore, ça a créé des tensions. Ah ouais. Oui, effectivement. Après, bon, ça reste des bons joueurs et je pense que ils sauront sortir. On a une question un peu Sortir du lot, intéressante hein, sur Chelsea, du coup, enfin un petit peu troll du coup, sur le chat. Donc tu vas répondre à Iman agressif puisque tu es le seul représentant de Chelsea. Alors tu préfères prendre non, tu peux faire prendre 80 millions d'euros, enfin perdre millions d'euros Kai Havertz ou 80 millions d'euros sur Kepa Arrizabalaga. C'est vraiment une question d'enfoiré, ça. Mais si t'as perdu 80 millions, j'irais plus sur Havertz, parce que Kepa, on sait que maintenant c'est vraiment une cause perdue et que ça a été vraiment un doigt dans le cul phénoménal. Surtout que derrière, t'as Mendy qui arrive, qui a coûté 10 fois moins cher et qui a quand même des résultats beaucoup plus intéressants. Havertz, je sais pas, j'ai encore un doute. J'aimerais bien lui laisser sa chance, mais c'est vrai que pour l'instant c'est dégueulasse. Mais en même temps, le mec a été ballotté de poste en poste depuis qu'il est arrivé à Chelsea. Lampard n'a jamais vraiment réussi à l'intégrer dans l'effectif. Donc, je dirais que perdre 80 millions sur Kepa, c'est quand même bien plus lamentable que pour l'instant sur Havertz. Il est encore vachement jeune et ouais, on va dire que je crois encore un minimum en lui. Ok, merci. Ouais, parce que du coup, en fait, mais il y a aussi un problème de recrutement réel, puisque, enfin, pour moi, Mount et Kai Havertz, ils peuvent pas jouer ensemble, en fait. C'est deux joueurs qui évoluent dans les mêmes zones du terrain et en fait, ils se marchent dessus, quoi. Donc, à un moment donné, Je pourrais même ajouter Ziyech, quoi. Sur, ouais, non, mais Ziyech, à la rigueur, il peut jouer un peu sur, mais c'est vrai qu'ils jouent les trois jouent dans le même, dans le même Ziyech, il peut jouer sur un côté, bien sûr. Mais oui, effectivement. Et pour moi, Ziyech, quand il est disponible, il n'y a pas la question à se mettre, quoi. C'est clairement lui le titulaire. Après, il y a beaucoup de joueurs dans le même style de jeu et pas forcément. Puis il y a Timo Werner aussi, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Ouais, lui c'est terrible, il lui arrive vraiment. C'est le nombre de loupés. Là encore, c'était terrible ce week-end contre Luton en cup, où le mec loupe son penalty. C'est vraiment symptomatique d'un mec qui arrive pas du tout. Après, faut avoir.
Je sais pas si l'arrivée de Tourelle va pouvoir changer quelque chose à ce niveau-là. Ça va être dur. Parce que bon, à Leipzig, ça marchait bien avec deux en pointe avec Poulsen. Donc là, Il a il jamais faudrait été dans ce voir cas-là. Hein. si Chelsea fait un 4-4-2 ou un 3-5-2. Peut-être que ça peut fonctionner, Werner. Il a été foutu sur le côté gauche dans un 4-2-3, il me semble, Werner. C'est pas terrible. Ouais, là, il Ouais. joue ailier, c'est pas son poste. Genre, même il a été mis en pointe tout seul, non, des fois. Il a jamais été mis en pointe. C'est déjà arrivé plusieurs fois, mais bon, la plupart du temps, c'est quand même Werner sur l'aile et après, allez, au pif, on met Abraham ou Giroud de temps en temps. Ouais, Oui, parce tu que Non, je voulais qu'on parle un peu d'Arsenal, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps sur celui-là, et qu'on n'a pas du tout parlé d'Arsenal pour l'instant. C'est un peu compliqué, et je sais qu'il y a quand même des choses à dire sur Arsenal, donc Bah oui. ouais. Vas-y, Olympique, du coup, qu'as-tu pensé de la défaite samedi après-midi aux alentours de 13h30 d'Arsenal, du coup, contre Southampton? Moi, j'ai entendu des anciens joueurs qui commençaient à dire oui, je comprends pas, il a mis une équipe B, c'est la seule compétition qui aurait pu lui permettre de choper l'Europe ou je sais pas quoi. Ils étaient tous d'accord, ils étaient tous en mode oui, c'est acceptable l'équipe qu'il a mise. Mais moi, non. Enfin, pour moi, le principal, là, c'est la première ligue. On est quoi? On est 10e, cool, puis 4e. Il faut reposer quand même les cadres, genre Tierney, Partey, Saka, Emile Smith-Rowe, la casette aussi. Et franchement, ils ont mis l'équipe A en face. On est ridicule. Bon, Southampton, ils ont marqué un peu sur de la chance. Il faut le dire quand même. Ils ont eu de la chance. Et l'équipe est solide, mais après oui, ils ont rien foutu devant, puisque t'as Nketiah, qui est le pire attaquant depuis Sanogo. C'est un mix de Bedner et de Sanogo, le mec il ne sert à rien, il a aucune qualité. Ah si, par contre, si, il est le meilleur buteur des U21 d'Angleterre, parce qu'il a mis 30 000 tapines, donc voilà, c'est un monstre. Mais devant, en fait, il a zéro qualité. C'est un arbre, voilà. Il sert à rien. Le PP bouge un peu. Ouais, je pense que 80 millions, bon, voilà. Il sait faire des centres, des fois. c'est. Faut qu'il arrête là. Ouais, d'accord, ok. Ouais, Marque un coup franc de temps Oui, en il a fait temps. un bon match. Une fois contre Victoria en Europa League, il a eu 2 coups francs. Voilà, depuis, il ne se passe pas grand-chose. C'est ridicule. Mais non, franchement, la défaite. Je trouve, ouais, c'est un peu dommage de se focaliser pour le coup sur cette défaite, parce que bon, en soi, dire là, en première ligue, ça se passe quand même relativement bien. Et il y a des mecs ouais, qui sortent nulle part qui commencent sur les derniers matchs, il y a un exploser. peu de mieux en première ligue, ça c'est clair. Et en plus, Ça se voit qu'ils ont intégré l'Atlético. en plus, pour eux, je pense que c'est enfin la résolution de l'affaire de Özil. Ça, je pense que ça va être c'est un coup en moins à gérer pour le C'est club, un parce que point en ça moins. avait l'air de foutre le bordel. Bah, vous savez qui c'est qui gère tous les transferts à Arsenal en ce moment? C'est l'ancien joueur Edo. Et putain, franchement, il fait un job. Il a viré Ozil. Il a fait en sorte qu'Ozil parte. Socratis, il a été éjecté aussi. Carrément le contrat terminé. Il y a Kolasinac qui est reparti à Schalke. Il y a Mustafi, là, c'est en cours de. Il va se barrer. Du coup, il y a 4 joueurs qui ne jouent plus, qui vont être virés. Donc, du coup, ça soulage la masse salariale. Et comme ça, on peut faire du business. Là, il y a Odegaard qui arrive. C'est 99% officiel. Et est-ce qu'il peut pas y avoir de problème de profondeur d'effectif du coup? Parce que quand même, c'était des joueurs qui avaient été recrutés. Bon, après, Ozil, c'est une légende du club. Et mais des joueurs comme Socratis qui ont été achetés pour être titulaires. Et maintenant, tu t'en débarrasses après quoi, 2 ans? Ah, mais c'est un DJ. Non, mais si tu vois le nombre de défenseurs qu'il y a à Arsenal, c'est 2 fois plus que dans un club. Là, il te reste quoi? Il y a Holding. Et derrière, il y a David Luiz. Et à gauche, il y a Gabriel et Pablo Mari. Et au pire, t'as Chambers. Chambers qui je vois ce qu'il fait depuis quelques mois. Là, normalement, il est dispo. Mais sinon, non, pour faire l'effectif, ça serait. Après, t'avais Saliba qui laissait partir. Ouais, Saliba, je sais pas ce qui s'est passé là-dessus.
On ne sait pas si c'est un problème Pour d'adaptation. le coup, il aurait été meilleur que par exemple le Digne. Il y a beaucoup de gens qui auraient été meilleurs que Holding, mais après, ça, c'est Non, mal, il y en a pas de faire. Il est solide moins, voilà, des fois, il fait des trucs bizarres, mais il est très fort de la tête. Ouais. Franchement, ça c'est utile. En première ligue, c'est utile. Tout le monde dans le duel, Oui, mais est-ce que c'est suffisant pour être en pour être en Coupe d'Europe? Donc, tout simplement, je suis pas sûr. Ah, bah, pour l'instant, non, mais en tout cas, en première ligue, ils sont solides. Vous n'avez pas vu la défense d'Arsenal depuis 1 ou 2 mois, même depuis le début de la saison, même s'ils ont mangé quelques fois des 2-3 buts, je crois que c'est la 3e meilleure défense, la 2e meilleure défense de première ligue. Et ils concèdent le moins de coups de pied arrêtés en première ligue, alors que l'an dernier, c'était l'inverse. Donc il y a déjà eu un grand changement là-dedans. Ouais, puis aussi au niveau de l'attaque, il y a Aubameyang qui a l'air de venir quand même à peu près. Doucement. Il a bouffé les espaces contre Newcastle et on sentait vraiment qu'il était à l'aise. Et en plus, il y a des mecs comme Tierney qui arrivent à lâcher des équipes individuelles. C'est vrai que c'est quand même mieux, quoi. Le duo avec la Casette, ce que ça peut donner. Il est en forme, c'est bien, la Casette, franchement. Franchement, ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait. Bah, la dernière, il avait une année compliquée, mais là, il revient à un bon niveau. Là, c'est bien pour Arsenal. C'est dommage pour l'OL, comme sinon, on aurait pu essayer de le récupérer là, mais c'est bien pour Arsenal. Là, pour l'instant, non, on a bien. Là, il a cette forme. Il fait des super passes. Franchement, on rien à dire, la Casette. Rien à dire. On se tourne bien. Très bien, messieurs. Merci pour vos éclairages sur ce sujet-là. Et on va passer. Juste une petite question pour Olympique. Vas-y, Boris. Ouais, comme je disais, franchement, il a été mis un poste là qui va enfin. Il le met en 9 devant sur une 4-2-3-1. Et du coup, il joue avec le milieu offensif. Il joue avec Gabriel, Martinelli, avec Saka, et il combine vachement bien, franchement. Et s'il est dans les bonnes positions dans la surface de l'opération, il marque. Il fait le jeu. Il dirait un petit Benzema. Voilà, si tu sais. Ah bon, bah tant mieux. Et il y a des rumeurs comme quoi il va partir ou pour l'instant il est bien parti pour rester à Arsenal? Alors, rumeur pour la Casette, non. Non, franchement. Il n'y a aucune rumeur, ok. Ça marche, merci. Merci, messieurs. On va passer donc du coup au sujet Serie A. Et donc la Serie A avec les 2 Milan qui sont respectivement champions et vice-champions d'hiver devant l'AS Roma du coup et la Juve est 5e. Donc du coup Milan-Inter peuvent-ils le faire? Donc peuvent-ils le faire? Peuvent-ils terminer devant la Juventus? Est-ce qu'on a des experts Serie A du coup parmi vous ou pas du tout ou pas forcément ou juste vous dites je suis un peu de loin. Oui, en partie, mais. Ok. Mais ouais. Ben moi, du coup, j'ai regardé puisque j'aime. Malgré le fait que je suis supporter lyonnais, j'ai une certaine sympathie pour le Milan AC. Et donc, j'ai regardé quand même pas mal de leurs matchs depuis le début de la saison. Et donc, je pense vraiment que cette année, le Milan AC va être champion devant la Juve. Champion, je suis pas sûr qu'ils vont être champions, mais je pense vraiment qu'ils peuvent l'être et qu'ils vont terminer devant la Juve. Parce que il y a beaucoup de joueurs qui sont à un très très bon niveau. On parle notamment de Théo Hernandez, comme notre Cheribo aime le rappeler, qui mériterait presque d'être en équipe de France. Il y a aussi l'ancien Lyonnais qui s'impose aussi dans la rotation en tant que valeur sûre. Du coup, Pierre Kaloulou, qui est très bon. Çalhanoğlu, qui est retrouvé. Un Benasser qui leur met de faire briller tous les autres qui sont au milieu de terrain. Et devant, Zlatan qui est éternel, quoi. Donc,
L'AC Milan, bah après ça dépend de s'il y a Benacer ou pas Benacer, parce que depuis qu'il est pas là, ça va un peu moins bien. Et s'il est là, c'est vraiment très très compliqué d'aller les chercher. Oui, Bah, déjà, évidemment, il y a des comptablement, ils sont virtuellement à 10 points de. Enfin, la Juve est virtuellement à 10 points du Milan, quoi. S'ils gagnent leur marche en retard, ça fait 10 points. Donc, ils peuvent se permettre de choquer quelques matchs. Mais c'est qui est deuxième? C'est l'Inter qui Non, a 4 non, points derrière. si la Juve gagne son match en retard, ils Ouais, sont ils sont à qu'à 4 4 points. points de l'Inter. C'est à 4 Ah, points. Ils ont d'accord. perdu ce week-end dernier contre l'Atalanta. Ouais, quel branlé. Ouais, Ah oui, pardon. j'ai vu le match. Mais il n'y avait pas Benacer aussi. Ah oui, c'est la Juve qui a un match en moins, d'accord. Je pensais que Milan Oui, avait c'est un la match en plus. Juventus Ok, gagne, ok. il revient Non, c'est à la 2 Juve. points de l'Inter. Ah, ok, pardon, ok, ça marche. Ah, c'est gagné Du coup, contre ouais, Naples. Hein. Parce qu'en plus, c'est. Non, c'est à domicile. Mais c'est pas gagné contre Naples. En plus, ils vont les affronter Puis deux bon, fois en peu ce qui aide pas, c'est que la Juve a battu l'Inter la semaine dernière. Non, Ouais, au-dessus de enfin, Milan. non, bon, la Juve s'est fait battre par Inter, pardon, mais ils ont battu Ouais, il y a un, l'AC Milan il y a un Ouais, petit c'était en triangle à 3. particulière, ils sont devant, ouais. Vous croyez pas du tout à la Du Roma, coup, non? bon. Non, Moi, je crois Non. plus à l'Inter, je les vois bien parce qu'ils ont pas de Coupe d'Europe à jouer. Ouais. C'est vrai. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Parce que ouais, le Milan, vas-y. il joue l'Europa League et puis la Juventus joue la Ligue des Champions. Donc déjà ça fait des matchs en moins pour l'Inter, donc ils ont quasiment que le championnat à jouer. Voilà. Après, le Milan, ils ont un banc ou pas? C'est vrai que moi, je suis pas trop le Milan cette année. Parce que s'ils ont un banc, le fait de jouer la Coupe d'Europe, ça peut. Tu vois, par exemple. Ils ont un, ouais, sauf au milieu de terrain où quand il y a vraiment Benacer, vraiment important. Alors, Ouais. quand il est pas là, Tonali est pas encore au niveau de Benacer, donc quand il est pas là, Benacer, ça se sent vraiment. Sinon, à part ça, ouais, il y a quand même Calabria, il est revenu à un bon niveau. Krayer, il est devenu bon. Il y a Mandzukic qui a été recruté. Ils ont pris Fikayo de Chelsea, du coup. À voir dans quel état il est. Si c'est le Fikayo de l'an dernier, ça peut être pas mal en complément. Zlatan, il est bon. Leao, quand il est en pointe, il est bon. Le jeune Suédois, là, je sais plus comment il s'appelle, le danois. Ouais, en gros, ils ont de la profondeur de banc, quoi. Donc, Ils ont quand même pas mal de, ouais. Et puis l'Inter a pas de Coupe d'Europe et a quand même un gros effectif très expérimenté en Serie A, donc, la Juve, Ouais, en je fait, trouve quand même que enfin, l'Inter, pour moi, tant qu'il y a les est Rabiot, crédible. ça peut pas aller bien. Hein. Je trouve que l'Inter est quand même plus crédible que l'AC Milan, dans la mesure où là, j'ai plus l'impression que l'AC Milan doit sa première place Ria au Tchouk de l'Inter. Par Et exemple, la Juve en début de saison. Enfin, ouais, aussi. Je pense que si l'Inter ferait pas autant de chocs, le Milan arriverait quand même pas à tenir la cadence, quoi. Et je sens quand même l'Inter beaucoup plus toujours dangereux, dominateur. Bon, même si là ils sont un peu chiés dessus contre l'Udinese, ça fait jouer quand même à pas grand chose. Mais après le problème c'est que Conte a tendance quand même à relativement cramer ses joueurs, à pas faire celui à coup qui fait tout le temps des matchs à 90 minutes. Et Conte lui-même qui a tendance à se saboter tout seul avec ses pétages de plomb. Mm. Mais quand même, je sens quand même l'Inter plus solide et plus crédible aux... Ah, on a une coupure. Non, personne. Allô? Oui, Vas-y, pardon. vas-y, Je te laisse Anthony. finir, peut-être. Vas-y, Anthony. Ah, c'est à Londres, ça. Non, moi, franchement, franchement, je sais pas lequel des 2000 ans sera le champion, mais ce que je pense être sûr, c'est que la Juventus ne sera pas champion, parce que pour moi, la Juventus de Pirlo a séduit pas tout dans le jeu. Et pour moi, Pirlo, il a un petit peu le syndrome de Lampard, si on peut dire ça comme ça. C'est un petit peu l'ancienne gloire du club, mais qui se révèle être un jeune entraîneur et pas encore assez, comment dire, expérimenté, donc logiquement pour tenir une si grosse équipe. Et franchement, je suis pas du tout convaincu par la Juventus cette saison. Je les vois vraiment pas être champion. Ouais, la Juventus, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment moyen. Enfin, je veux pas être tapé sur quelqu'un en particulier, mais Bonucci, c'est quand même compliqué. Hein. La plupart des matchs perdus par la Juve cette année, il est impliqué quand même dans les erreurs défensives ou des trucs comme ça. Donc après, pourquoi pas, mais je veux dire, s'il n'y a pas de Ligt avec lui, c'est compliqué, quoi. ouais, avant c'était Chiellini, maintenant c'est le Hirt.
Bon. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Donc c'est Après, il y a un match qui compte triple demain, hein, demain soir. Puisque il y a l'Inter contre Milan demain. et oui, la derby. Donc Ouais. là, ça Bah va être après c'est en important. Coupe d'Italie, je crois, non? Ouais, c'est en Coupe d'Italie. Ouais. Ah, ouais, c'est en Coupe d'Italie. Ouais, mais ça peut donner le ton. Ouais, ça peut donner le temps. Je sais pas quelle équipe sera alignée effectivement. C'est toujours intéressant de voir du coup. Enfin, après, faudra voir en championnat. Je sais pas quand est-ce qu'ils s'affrontent, mais ouais, t'as raison. T'as dit. Merci pour ce sujet. Du coup, on va passer du coup à la Liga. Oh putain, encore un générique. Merci. Merci à tous. Merci. Du coup, j'ai le sujet, je l'ai intitulé donc Real Barça, une saison blanche. Alors pour rappel un petit peu du contexte, donc le Real s'est fait sortir par une D3 en Coupe d'Espagne. Le Barça a perdu contre l'Athletic Bilbao en Supercoupe d'Espagne. Ils sont toujours engagés en Coupe d'Espagne en ayant battu le Difficilement une D3. Ouais. difficilement la D3 qui avait sorti l'Atlético Ouais, Madrid. Cornella. Cornella, ouais. voilà, c'est Les, ça. Ouais. les voisins de Cornella. Qui du coup en plus oui effectivement c'est un derby et donc du coup en championnat je dis pas de bêtises parce qu'il y a encore des matchs en moins mais l'Atlético Madrid a 6 points d'avance sur le Real et donc ça doit être 10 sur le Barça avec un match en moins. Et 10 sur le Barça. Voilà, c'est eux qui ont avec un virtuellement match 10 en points moins. d'avance du coup. J'ai confondu tout à l'heure. Ouais, Ouais. c'est ça. L'Atlético qui a 10 points d'avance, voire 13 sur le Barça. Donc la Ligue des Champions, donc le Barça va affronter le PSG et le Real va affronter l'Atalanta. Donc la question, c'est donc elle est très simple. Le Real, Barça, vont-ils faire une saison blanche? Oui. Ça sent bon, ouais. Anto? Avec le Real, on sait jamais, moi je dirais. Alors peut-être pas une saison blanche pour le Barça parce qu'ils vont peut-être gagner la Copa del Rey. Je vois bien le Barça gagner la Copa del Rey. Ah ouais, surtout donc que ça serait là, une dernière équipe de le Messi. Real et l'Atlético sont out en plus. Ouais. Mais bon, ils ont perdu la Supercopa face à Bilbao. Donc, Ouais, voilà. Et puis on a surtout l'impression qu'ils peuvent, une fois qu'il y a une opposition offensive devant qui est intéressante avec beaucoup de pressing, on a l'impression qu'ils peuvent craquer, mais à tout instant. hein, parce que globalement, le bilan est censé être positif depuis le début d'année. C'est sûr qu'il y a que 10 victoires, donc on est sur 6 victoires et une défaite en 7 matchs. Mais bon, la défaite qui fait mal. Après, le match aurait pu être gagné par le Barça. Il menait 2-1 jusqu'à la 80. Donc, je vais dire malheureusement, c'est faible des deux côtés en fait. Le Barça, ils n'arrivent pas à se trouver l'entente en attaque, c'est compliqué. Des problèmes avec Messi en interne. Bon, au milieu de terrain, il y a Pedri, mais Pedri qui joue beaucoup pour un jeune qui vient d'arriver, qui était censé faire seulement quelques minutes, il se retrouve titulaire à quasiment tous les matchs. Donc bon. Après, Frankie de Jong qui est très bon depuis l'année, et la défense l'anglais qui est catastrophique, qui n'assume pas du tout son statut de leader de la défense en fait. Il s'est trouvé 2 fois face à Bilbao. Bon, Mentalement, ils sont c'est sûr que normalement le leader c'était Gérard Piqué, le patron de la défense. Et c'est sûr que quand tu joues avec Mingueza à latéral droit et Araujo l'anglais en défense centrale, c'est compliqué. Même si Araujo est très bon par rapport à ce qu'on pouvait en attendre, c'est-à-dire qu'il va être le rock de la défense et qui rattrape bien les conneries de l'anglais parfois. Donc voilà. Et du côté du Real, bah pas grand chose à dire, hein. C'est la crise.
Et juste quelque chose sur Barcelone, je trouve que Koeman ne montre pas beaucoup de confiance envers son effectif, en particulier ceux qui sont sur le banc. Il y a très peu de turnover quand même. Peu de temps de Ouais, jeu, c'est sûr. On pense à des joueurs comme Ricky Puig, mais qui a mis le but de la victoire lors du dernier match. Ouais, contre Elche. Tretche. Bon, Ouais, c'est vrai que le Barça menait 1-0, mais il a mis le mais but quand qui a même, assuré le chaos, quoi. il a mis le penalty victorieux face à la Sociedad en demi de Supercoupe. Mais comme il a fait un mauvais match, enfin, contre Oui, oui, contre Corneilla, il n'a pas été très bon. Il a c'est vrai que été je suis sorti d'accord à la avec toi, il mi-temps. a disparu au début de la saison, alors que sur la fin de saison dernière, il était déjà l'un des meilleurs milieux, si c'était le meilleur milieu de terrain au milieu du marasme Ouais, bah de Barcelone. c'est sûr que Il a disparu. l'an dernier, il avait fait plus de temps de jeu avec Valverde. Maintenant, c'est Koeman lui laisse un peu moins de temps de jeu. Bon, après, il y a Pedri qui explose à peu près au même poste. Donc, c'est ça aussi qui est compliqué à gérer. Puis, on a recruté Pjanic, faut donner des minutes à tout le monde. Et puis quand même bien jouer avec Sergio Busquets, donc il lui donne beaucoup de minutes. Ouais, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que c'est pas du tout le Sergio Busquets de 2011, mais bon. Quoi qu'il revient Ouais. bien, mais bon, enfin, Sergio dans un 4-2-3-1. Enfin, si ça part avec l'intensité du PSG, par exemple, je vois pas du tout comment il peut exister, quoi. Ouais, ça va être compliqué. De toute façon, je pense que Actuellement, face au Busquets, PSG, la seule solution, ce sera un grand Messi, un Griezmann à droit, et un De Jong et un Pedri qui font des étincelles. Mais sinon, moi, je vois le PSG ultra favori. Je suis un peu pessimiste pour le Barça. Dans le contenu de ce que je vois des matchs, parce que je regarde tous les matchs du Barça depuis le début de la saison, dans le contenu, c'est quand même très faible. Il y a eu des victoires étriquées contre des équipes qui sont censées être plus faibles. Il y a eu quelques victoires un peu rassurantes, mais dans le contenu, c'était pas Jojo. Donc voilà. Du côté du Barça. Et côté du coup Real, que pensez-vous donc du Real de Zidane qui est un peu en dilettante, quoi. Qualification très difficile dans une poule qui semblait abordable. Là, la Coupe d'Espagne, effectivement, objectif principal, mais bon, se faire sortir par une Bon, c'est D3, un peu c'est ridicule. toujours un peu ridicule. Là, le championnat, bah, c'est quasiment mort. Mais en plus, le pire, c'est qu'ils ont battu l'Atlético. Et que malgré Ils ça, ont battu Bilbao. ils ont quand même 10 points presque. Ils ont battu l'Atlético. Donc bon, c'est compliqué. Après, il y a peut-être la recette Zidane, rien en championnat, et puis il arrive dans cette miracle, et puis il nous refait Ouais, mais l'an dernier, le miracle n'a pas eu lieu. Mais l'an dernier, ils ont gagné en championnat. C'est vrai. Là, Exactement pareil. je pense que l'Atlético est beaucoup trop solide et ils prennent tous les points là où il faut les prendre. Donc, on connaît l'Atlético, c'est laborieux. Mais le Real a pu la clochitude qu'ils avaient il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons de ça où quand ils étaient empêtrés dans arriver à faire la différence, là, il y a pas mal de matchs nuls. Il y a eu des défaites douteuses, disons. Perdre contre Alaves, je pense notamment à la défaite à la ou même aux difficultés en Ligue des Champions. Défaite face au Shakhtar. Ce que tu dis là, c'est exactement pareil qu'en 2018. Donc, moi, l'intérêt pour moi, on parle de saison blanche. Moi, je pense que le Real peut gagner avec des champions. Ça peut faire un remake Après, en de 2018. 2018, il y avait quand même un petit facteur X là, qui était là. Le facteur Cristiano qu'il faut pas oublier. Même si c'est pas un grand aficionado de Ronaldo, faut reconnaître que un joueur comme ça dans ton équipe, c'est pas hasard qui fera la différence. Comme lui. Cristiano Ronaldo est parti, et en effet, il manque une star au Real Madrid, c'est sûr. Ils ont plus recruté spécialement de gros joueurs, à part Eden Hazard, et de gros joueurs au sens propre comme Figuré.
Malheureusement, il passe plus de temps dans sa cuisine que sur un terrain de football. Oh, Donc non. c'est vraiment catastrophique et il manque vraiment une star au Real Madrid. Et j'espère que à partir des saisons prochaines, que ce soit celle qui arrive ou l'autre d'après encore, il y aura des grosses recrues comme l'erreur indiquée. Ça parlait de Mbappé, de Haaland, mais ça ne peut pas rester comme ça. Ouais. Donc l'Atalanta, vous les voyez pas du tout inquiéter le Real plus que ça va pas le faire. Ah si. Je pense qu'ils vont faire. Pour moi, ils vont les battre. Les battre au premier match ou les éliminer plus pas? Pour moi, ils vont avoir une victoire au moins. Vont peut-être les battre chez eux ou même à Madrid, hein, c'est probable. Et ouais, même limite pour le passage, je pense que l'Atalanta a plus de chances de passer en quart que le Real. Ah non mais le match qu'ils ont fait contre le Milan, c'était ouais, l'Atalanta ils reviennent très fort hein, depuis. Incroyable. Ils ont commencé mal la saison et là ils sont sur une très bonne série, donc faut pas les enterrer. Ah, complètement. Ça serait beau de les Real, mais bon, à voir. Que ce soit en championnat Moi, ou j'y crois en Ligue des vraiment. Champions. C'est possible. Ok, bah merci pour vos avis sur ce sujet et on va passer donc à la Bundesliga. Et donc, pour la Bundes, donc Bayern Munich notamment, et puis de ses poursuivants. Donc, j'ai intitulé ce sujet, le Bayern trop fort, puisque ces derniers mois, on entend beaucoup, pour ceux qui suivent pas forcément, mais à la télé, oui, le Bayern est un peu plus en difficulté. Ils ont été sortis en Coupe d'Allemagne contre une 2-2 qui est Kiel au tir au but. Ils ont perdu quelques matchs en championnat. Ils se faisaient très souvent ouvrir la marque. Et puis finalement, quand on regarde le classement, le Bayern est quand même nettement devant. Donc pensez-vous que le Bayern est trop fort, quoi qu'il arrive, dans cette Bundesliga? Je dirais pas que le Bayern est trop fort, mais je dirais qu'il l'est assez en tout cas. Ils sont pas, j'ai pas l'impression qu'ils soient autant imprenables que la saison dernière, mais en tout cas assez forts pour battre tout le monde en Bundesliga. Ça change rien. Ouais, c'est ça. C'est le cas cette année. Je suis d'accord. Franchement, même c'est vrai que, comme ça vient d'être dit, c'est vrai que le Bayern, dans certains moments, ils ont des petits coups de moins bien et ça leur arrive de perdre des points. Mais malgré tout, ça reste quand même le Bayern, ils sont quand même largement supérieurs à leurs opposants. Et voilà, je vois vraiment aucune équipe quitter le Bayern en championnat. Franchement, ils imposent leur loi dans le championnat, c'est leur maison, c'est leur trophée. Personne ne les inquiétera avant de longues années sans moi. Ouais, clairement. Ouais, ça leur fait du bien. Ils ont signé une clean sheet. Ça faisait un bout de temps qu'ils n'avaient pas fait de clean sheet en Bundes. Donc là, une petite clean sheet, ça fait plaisir. D'ailleurs, qui n'a pas allé chercher le ballon dans ses filets. Bon, ils en ont enchaîné même deux. Il y a eu Augsbourg et Schalke, parce qu'avant, ils marquaient des buts, mais ils en encaissaient pas mal. Donc, et après, SR ils sont repartis sur une bonne série. Parce que Schalke, c'est une victoire sur les 34 derniers matchs, si je dis pas de bêtises, en championnat. Oui, c'est sûr que c'est contre les plus faibles. Mais après, le problème, c'est que ce soit Leipzig, Dortmund ou Mönchengladbach, même Leverkusen, si on peut inclure tout le monde, il y a du choc. Donc le Bayern, ils assurent souvent les points, alors que les autres à côté, ils choquent. Hein. Ce week-end, il y a eu à la fois défaite de Leverkusen, Leipzig et Dortmund, donc... Voilà. C'est dommage parce que s'il y a du jeu quand même derrière, Leverkusen ça joue pas mal, Leipzig aussi, Mönchengladbach c'est quelque chose quand même. Et d'ailleurs ça montrait aussi à quel point le Bayern pouvait être friable derrière. C'était ce match-là de Mönchengladbach contre le Bayern où à chaque fois ils se prenaient des buts dans le dos vraiment limite scandaleux pour le Bayern.
Mais pour autant, ils restent leaders et ils vont l'être à la fin de la saison. Il y a aucun doute là-dessus. Ouais. Sans vouloir discréditer le titre du débat qui parle de la Bundesliga, moi, ce que j'attends le plus de voir, c'est le Bayern en Champions League parce qu'ils ont tellement été impressionnants la saison dernière. J'attends de voir cette saison s'ils sont capables de refaire cet exploit, si on peut dire que c'est un exploit, tellement ils sont forts et que ça paraît naturel. Évidemment, de découvrir ça et j'attends vraiment de voir si cette année encore ils sont capables de mettre ce genre de score de tennis à d'autres top équipes européennes et je l'espère en tout cas parce que avec le Bayern on s'ennuie jamais en Champions League. C'est vrai que le Bayern En tout cas, est, il en est, est c'est vraiment sûr. très impressionnant et Faut voir ce que ça donnera en Champions, dans les matchs qui comptent. Il faut aussi effectivement, parler de La Bundesliga, c'est plié chaque année. il faut parler de Kimmich. Kimmich est vraiment incroyable cette saison. C'est dommage qu'il en compte pas. ouais, Kimmich, il a encore 3 passes décisives ce week-end pour ceux qui ont suivi. Il roule sur la Bundesliga. Et je crois que les mauvais résultats du Bayern, c'était un peu quand il n'était pas là. Si je dis pas de bêtises. C'était quand il était un peu absent. Comment? Qu'est-ce que t'as dit? Il avait été absent un petit mois, je crois, ou un petit mois et demi, puisqu'il avait été blessé. Et je crois que ça Ouais. correspond aux mauvais résultats du Bayern. Ouais, tout à fait. Mais il a été une fois, il a clairement haussé le club vers le haut. Lui et aussi Müller qui est toujours au top. Ces deux-là, c'est quand même incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Puis bon, toujours Lewandowski aussi qui est toujours aussi efficace, quoi. Ouais, Lewandowski, c'est vraiment impressionnant. C'est toujours au-dessus. Ouais, c'est C'est une toujours machine à but. juste. C'est vraiment impressionnant. Ouais, Moi, j'ai vu un match de Bundesliga il n'y a pas longtemps. Là. Kimmich qui est revenu de blessure aussi. Ça fait du bien. Donc, l'équipe du Bayern Munich, ils sont ultra forts. Donc, J'ai vu que le Bayern ils sont habitués un petit peu à voler les joueurs de Dortmund. Je me demande s'ils vont pas tenter de prendre Haaland dans le futur. S'ils vont pas être quoi, j'ai pas entendu, pardon. J'ai pas entendu la fin. Je dis qu'en fait, le Bayern, ils étaient souvent habitués à prendre les joueurs de Dortmund. Bah, je me demandais s'ils n'allaient pas tenter de prendre Haaland, par exemple. Ah oui, bah, sûrement. ça va être compliqué. Je le vois bien en première ligue, quand même, hein. Peut-être Manchester City. Et Ah du ouais, coup, putain, ça nous fait du coup une très bonne transition pour parler du mercato. Et vous allez être contents parce que cette fois-ci, il n'y a pas de générique, du coup. Donc on peut enchaîner directement. On peut enchaîner directement sur le mercato. Alors, du coup, sur le mercato, pour l'instant, qu'avez-vous pensé du mercato hivernal? Puisqu'on en entend moins parler que les autres années. Peut-être que c'est moi qui fais moins attention. Je crois qu'il y a Zobo là, je sais pas quoi, là, il est passé à Red Bull, là. À Leipzig. Ouais, il est passé de Red Bull Salzbourg à Leipzig. Je crois que c'était cet hiver. c'est Bolotsai. Ouais, C'est vrai, ouais, c'est ça. un vrai bon C'est joueur. quoi son prénom? C'est quoi son blaze? Ah ouais, il s'appelle Dominique, je crois. Ouais, Dominique Szoboszlai. Alors là, je m'appelle Dominique. Ouais, Dominique, il a été transféré. Ah, c'est bon. Il a été transféré. Ouais, en Belgique. C'est un bon, je Il crois. siège depuis Salzbourg. Ouais, c'est un bon joueur. Je sais pas s'il est international hongrois, mais Oui, Si, oui, il moi, a si. qualifié la Hongrie pour l'Euro. oui, Ah oui, ça aurait pas son tir de fou, je sais plus quoi. Il a marqué un but. Ah oui. Donc aujourd'hui, je sais pas si vous avez suivi, mais pour 20 revenir ans. Ah non, milieu de terrain. pour revenir à la France, du coup, il y a Marley Ake qui devrait signer à la Juventus de Turin, à la Juventus Turin, pardon. Et donc, Ouais. Un joueur de Longoria. ouais, et il y a un autre joueur de la Juve, alors j'ai pas envie d'écorcher son nom, qui devrait faire l'inverse, du coup, qui devrait faire le mouvement inverse. J'ai cherché le joueur, je vous le retrouve. En parlant de mercato d'hiver, bah voilà, là c'est mon côté monégasque qui ressort. Bah, du coup, bah, comme vous avez vu, Crépin Diatta, il a signé sur le Rocher, pardon. Il y a quelques Oui, jours. Ouais, c'est pas on- Diatta, oui, On l'a vu, effectivement. on a tellement parlé. Crépin-Diatta, ouais. Il est en train de jouer contre Marseille, finalement. Sans mentir, je le connais pas énormément, mais de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu voir à travers pas mal de vidéos, ça a l'air d'être un jeune très prometteur. Et du coup, j'attends de voir, ça peut être une bonne alternative offensive pour Monaco.
Ouais, c'est Ouais, c'est ouais, vraiment. carrément. Ça peut vraiment un être bon joueur. un bon apport. Il se termine Après, quand faut d'ailleurs voir le comment il mercato? s'adapte depuis la Ligue belge. Le mercato, il se termine le Termine 2 le 31 février, je janvier crois. ou c'est décalé par rapport au Covid, tout ça? Je crois que c'est un peu décalé. Je crois que c'est le 2 février, du coup. Et donc, côté lyonnais, Ouais, parce qu'il n'y a pas eu de gros transferts. Hein. C'était léger ce mercato. côté lyonnais, du coup, Ah oui, Snack, c'est penses-tu léger, hein. que Franchement, là, Memphis va rester? mercato. De quoi? Penses-tu que Memphis va rester? Là au mercato d'hiver? Oui, Oui, oui. Bah, le truc, c'est qu'il n'y a que le Barça. Enfin, lui, il voudrait, dans sa tête, il voudrait aller au Barça. Et donc, Oula, on t'a coupé. Mais je crois que tu voulais dire que dans sa tête, il n'y avait pas la place ailleurs qu'au Barça. Effectivement, c'est pas faux. c'est acté. Hein. Enfin, mais ça fait tout le moins à là. Le Barça, ils n'ont pas. Qui se bat avec le micro. Hein. Oui, il a l'air Par de. contre, l'été prochain, si papa, là, c'est vraiment la surprise d'année, quoi. Ouais, il faudrait qu'il prolonge et je ne crois pas non plus à sa prolongation. Non, mais de Du toute façon, coup, du côté de Lyon, là, cet hiver, il y a rien qui va bouger. Non, il y il a pas partira cet grand-chose, été, c'est sûr. j'ai peut-être raté un mouvement, mais par ça, j'ai pas entendu parler de beaucoup de mouvements. Bah, comme j'avais parlé de Fikayo Tomori qui était passé de Chelsea de Chelsea à l'Inter, au Milan AC, et puis Meite qui est passé du Torino au Milan AC du coup aussi. Mais et Mandzukic du coup qui est revenu en Italie au Milan AC. Donc le Milan AC a continué de se renforcer, mais à part le Milan, je vois pas trop de mouvements sur ce mercato. Bah, il y a qui va signer à Séville depuis l'Atalanta. Oui, effectivement, ça Donc ça, c'est un gros transfert plutôt. Puis bon, comme Olympique nous l'avait dit tout à l'heure, peut-être un peu de haut de garde. Oh, mais c'est sûr, il est à Londres. Hein. Je l'ai croisé d'ailleurs, hein, parce que je suis à Londres. Ah oui, t'es à Londres, ok. Ça va, le Oui, Brexit, évidemment. c'est pas trop compliqué. Ouais, Il y a du il y a poulet, grave, là. Oh là là, il fait très froid à Londres. Limite les plus actifs, ça a été Arsenal pour un peu faire le ménage quoi. Bah, pas le choix. En plus, ils ont encore un move latéral gauche. Ils connaissent M. Martin, donc plus personne à partir. Et aussi, ils ont acheté Newton. Parce que Rui Larsen est tellement nul. Il est nul. C'est Jamais vu ça. Bah. c'est lui qui avait saboté le match contre Manchester City en Cup, je crois, non? Ouais, bah putain. Là. Ouais, quelle horreur, quelle horreur. 0. En même temps, quand tu prends le gardien remplaçant de Et- Dijon, Ouais. il y a quand même. Même en Europa League, il était pas serein contre Dundalk ou je sais pas quoi. Mais voilà. Pourtant, à Chelsea, on n'a Kepa dans les buts, hein, mais alors lui, c'est quand même quelque chose. Ah non, mais lui, je crois qu'il était caméraman non, avant de. Non. Mais c'était pas lui, non, c'était peut-être l'autre. Il y avait un gardien islandais qui était caméraman avant de devenir Oui, bah, c'est celui qui était titulaire à l'Euro 2000. Ouais. Et lui, c'était son remplaçant, donc vous imaginez le niveau. Ok, Ouais, c'est chaud. on peut passer donc au dernier sujet de la soirée qui concerne la FIFA et l'UEFA. De la merde! Rendez l'argent. Tu parles de la Super League, là, c'est bon, le générique, là, merci. La censure. Merci. Donc le dernier sujet qui s'introduisait, la FIFA, l'UEFA, sont-ils dans leurs droits? Et donc ce sujet fait référence du coup à ce dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois et encore plus ces derniers jours, qui était la mise en place d'une Super League européenne avec les meilleurs clubs européens. Donc j'ai pas exactement toute la liste, mais je vais vous la retrouver. Donc, on ferait, Arsenal, déjà. la projection, donc on aurait Chelsea, je lui donne pêle-mêle, hein, Chelsea, Arsenal, la Juve, le Real, le Barça, le Bayern, le Liverpool.
Enfin bref, tous les top clubs européens du coup qui se réuniraient pour créer leur Super League. Un premier avis du coup à chaud comme ça, puis après on dégrossira le reste. Ouais, bah, franchement, je trouve ça une idée complètement stupide. Évidemment, comme tout le monde, je pense que tout le monde partagera mon avis. Je pense que, évidemment, c'est une histoire d'argent, tout simplement. Et je trouve ça vraiment bête de vouloir déranger les habitudes des spectateurs. On a des Coupes d'Europe qui fonctionnent très bien, par exemple pour les clubs avec la Champions League, pardon, et l'Europa League. Je vois pas l'intérêt de faire une Super League à part pour l'argent. Et si ça se trouve, compétition, elle sera pas finie parce que les vrais supporters, je suis sûr, ils ont pas envie de voir cela. Ok, vas-y. Merci Anthony pour ton avis du coup. Et Snipe, je crois que tu voulais dire un truc avant d'être coupé tout à l'heure par le générique. Ah oui. Enfin, je voulais juste commencer. Parce que j'attends vraiment ces arguments. Vous êtes en bagarre avec vos micros ou ça se passe comment? Ok. Il est en train de dire qu'il adore Saint-Etienne. Si tu veux, j'ai un micro qui fonctionne normalement. Ouais, Alors, vas-y, j'ai pas de micro, c'est mon téléphone, donc. Bah, je sais pas, on t'entend mal. Mais t'es pas le seul. Donc là, ça m'a encore coupé, là, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui. Non, là, ça va. Bah là, ça va, mais tout à l'heure, on t'entendait pas. Bah, je sais pas, c'est peut-être mon chargeur qui buguait, parce que j'étais chargé en même temps. Bon, bref. J'avais juste, du coup, une petite question. Est-ce que parmi vous, il y en a un qui est pour la Super League, car j'attends ses arguments avec impatience? Vas-y, moi. Vas-y, Lorraine. Alors, vas-y, on t'écoute, parce qu'il défend ton point de vue. Je t'écoute. Pourquoi franchement, la Super League, honnêtement? Parce que ça, en vrai, objectivement, ça permettrait d'avoir plus de matchs de haut niveau. Donc ça c'est un fait. Si t'as que des matchs entre gros clubs, bah t'as des matchs de haut niveau. Ouais, continue. Et c'est tout. Bah Okay. c'est déjà bien. Je veux que tu répondes à cet argument. Moi j'ai un autre argument qui est autre. Peut-être qu'il y aurait plus de matchs, mais sur la durée, est-ce que ça serait pas lassant pour les joueurs et pour nous spectateurs? Mais oui, c'est sûr, parce que tu perds un peu l'intérêt de ces matchs de haut niveau, exactement. qui sont un peu uniques. Hein. Classico, t'en as 2-3 par maximum. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir plus souvent des matchs de haut niveau, mais au final perdre la passion du foot? Oui, effectivement. Après, ouais, c'est toujours. C'est Après, sûr, en vrai, les gens sont des d'autres. consommateurs. Hein, tu vois, là, j'ai pas critiqué parce que là, on est diffusé. L'émission est faite pour les FF, du coup. Mais il y a beaucoup de membres du FF. Ils suivent le foot que comme ça, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'ils voient le foot. Donc, une fois que tu passes le foot, c'est à travers que les matchs des gros clubs et que les matchs de Ligue des Champions ou les grosses affiches. Moi, honnêtement, Ça va tout pour être un membre éminent du FF, je regarde uniquement de la Coupe du Monde et la Ligue. Donc voilà, c'est les seuls matchs de foot que je regarde. Ah ouais, du coup. Je sais pas vous, hein, mais. Bah ouais. Ouais, moi je pense que ça va tout dénaturer. Et... Franchement, c'est pour moi la pire idée qui peut arriver là à l'heure actuelle. C'est vraiment fric et voilà, il y aura plus de passion, il y aura plus de hype. Ça va être nul en fait, ça va être nul. On va avoir des Real Bayern toutes les 2 semaines. Enfin, ça va être horrible, franchement. Mais clairement. Moi, même si Lyon y est, mais vraiment, je suis contre et voilà. Je sais pas quoi dire d'autre à part dire que c'est de la merde. Voilà. Je suis désolé d'être. Non, mais... peut exprimer notre point de vue. Dis les termes, comme on dit. Ouais, effectivement. Après, il y avait un autre argument qui était avancé du coup par. C'est vrai que c'est de la merde. Par les gros clubs. Il y a un trade intéressant qui a été fait du coup sur Twitter du coup qui a été repris où il y a différentes sources qui sont reprises qui parlaient du coup d'arguments financiers dans le sens où
les clubs, avec la crise du Covid, ils s'en profitent pour se dire que ils sont peut-être trop dépendants des variations sportives. Ben là, il y a pas eu de match pendant quelques mois, plus pas de public. Du coup, ben, tous les droits télé ou les revenus financiers, ben, qui correspondent à quand même une part très très importante de leurs revenus, bah ça a été diminué, quoi. Donc du coup ils sont plus exposés financièrement. T'as des clubs comme le Barça qui qui croulent sous les dettes, et donc le fait d'avoir une Super League qui rapporte je sais pas, je dis n'importe quoi, 5 milliards de droits télé juste pour 14 clubs, bah ça permet quand même de faire un apport qui est assez important. Donc est-ce que ça permettrait pas de sauver les gros clubs? Je pose la question. Je n'ai pas de réponse. Ouais, mais Donc, du coup, quoi. En fait, c'est vrai, ouais. Pour le coup, si l'argent il va à certains et pas d'autres, il y aura toujours des mecs qui se feront niquer. Et tu vois, si actuellement, ils arrivent à se débrouiller et que les gros clubs coulent sous les dettes. Bah, si tu fais une Super League, peut-être que les gros clubs ils vont se mettre bien, ils vont éponger leurs dettes. Mais du coup, à côté, tu vas faire crever les petits clubs parce que personne payera pour les mini-ligues, quoi. Ouais, puis vous choisissez pour les Farmer League. Vous choisissez quoi entre sauver les gros clubs ou sauver le foot? Mais voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je veux sauver les gros clubs parce que je suis un capitaliste. Ouais, d'accord. Mais est-ce que du coup, ce sera peut-être le dernier sujet du coup de l'émission, parce qu'on arrive à la fin. Du coup, est-ce que vous pensez que la FIFA et l'UEFA ont réellement un poids et ont le droit, du coup, enfin, je suis pas sûr, mais est-ce que vous trouvez ça légitime qu'ils aient fait cette déclaration en disant que, bah, sinon ils excluaient les gros joueurs et les clubs de leur compétition? Oui, c'est ça. Ouais, j'avais lu comme quoi l'UEFA, il menaçait plutôt, d'exclure les clubs qui participeraient à cette Super League. Parce qu'après, la Super League, c'est qui l'organise, la Super League? Là, ça serait des organismes privés, genre, je sais pas, Amazon ou autre, enfin. D'accord. Privé, je sais pas si, non, ils ont tout à fait les droits, hein. Vous vous intéressez pas forcément au basket, mais le basket, c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est qu'avant, l'Euroleague, qui était la compétition phare, était rattaché du coup à la Fédération européenne de basket, qui est l'UELEB. Et après, en 2015, je crois qu'il y a une scission, en fait, où les gros clubs ont décidé de dire stop, et donc ont repris le nom Euroleague, qu'ils ont fait racheter par Turkish Airlines et par d'autres sponsors. Et du coup, en fait, maintenant, la Super League, donc, c'est devenu une sorte de NBA, en fait, européenne. C'est-à-dire que tu payes ta place pour y être et puis tu y es tous les ans, peu importe si tu finis premier ou dernier. Et à côté de ça, du coup, pour contrer cette Super League, les franchises, quoi. Ils ont créé, c'est avec des clubs normaux, mais je veux dire, tu pourrais être en deuxième division et si t'as payé ta place, tu jouerais quand même l'Euroleague. Tu restes en D2. Oui, comme les franchises. Oui, et en fait, du coup, à côté de ça, t'as la Ligue des champions de basket de l'ULM. Du coup, là, c'est une classification classique, donc tu étais premier, t'es champion, t'arrives à y accéder, etc. Et pour l'instant, la compétition qui rapporte le plus, c'est là où tout le monde voudrait aller, c'est l'Euroleague, quoi. Donc, malgré le fait que ça soit plus organisé par l'ULM, ben, c'est quand même l'Euroleague qui est devant, quoi. Mais pour en revenir à la Super League, au niveau du déroulement, c'est vraiment, là, c'est quoi? C'est 14 clubs, c'est ça? Pas 14 clubs? Ouais, c'est 14 clubs. Enfin, c'est 14 ou 20, c'est entre 14 et 20. Admettons, il y a 14 clubs. Chaque saison, il y a un système de relégation où c'est vraiment toutes les années, ces 14 clubs qui restent. Non, mais je crois que l'idée, en fait, du coup, c'est d'avoir 14 clubs fixes, du coup, et 6 places tournantes. D'accord. Qui seraient là, 5 ou 6, et qui seraient là pour une ou 2 années, quoi. Mais tu aurais donc les clubs fondateurs et tu aurais le reste, le reste qui serait là de temps en temps. Ouais, bon, on y va tout droit. On est tous dernière Ligue des Champions. Ah, mais c'est pas une prank, la Super League? Ça pourrait commencer très rapidement, mais. Non, de quoi, la Super League? Je pensais que c'était une blague. Depuis un moment, je disais, non,
Non, c'est bien sérieux. Peut-être mais- non, mais que c'est sérieux, peut-être que nous, on voulait se convaincre que c'était pas possible, que ça va pas arriver, mais Ah non, c'est plus le temps sérieux. avance et plus ça arrive vraiment. Et ça fait peur. Non, puis il y a eu une déclaration de la FIFA, là. Oui, c'est ça, ces c'est la derniers FIFA et jours l'UEFA aussi, qui ont si fait une je dis pas de bêtises. déclaration Oui, disant oui, qu'ils excluraient les joueurs et les équipes de leur compétition s'ils participaient à ça. c'est ça. Après, ceci dit, moi je me dis un truc. Si c'est comme le basket NBA, est-ce que finalement il y aurait pas quand même de l'intérêt? Enfin, au moins on aurait des matchs intéressants, l'équivalent des matchs de play-off au basket. Mais après, là, Donc je pense qu'au niveau il du y a jeu, une il y en culture aura. Tu différente vois. aux États-Unis aussi. Oui, c'est sûr. On peut pas comparer en fait la NBA. Pour le foot, ça Mais marcherait pas, c'est cette sûr. idée de faire une Super League, c'est un peu dans de céder au côté un peu américain des choses, Mais oui, c'est clair. avec plus de sponsors et plus Plus d'argent. de pubs, etc. Et Ouais, puis c'est le fait de pouvoir plus diffuser d'argent. des gros matchs à n'importe quelle heure. Donc du coup, tu vas pouvoir donner satisfaction au public asiatique, américain, etc. Donc là, tout le monde en aura Ouais, aussi. pour son à ce niveau-là. Mais bon, ça reste la mort du football tel qu'on le connaît. Maintenant, c'est vrai que ça suit une logique de démesure qui est présente depuis les années 90. Mais là, c'est vraiment le summum, quoi. Et moi, personnellement, j'ai pas envie de perdre le frisson des huitièmes finales où tu te dis Mais c'est que tu clair. vas avoir l'opportunité de voir un gros match. C'est Et clair. pas te dire ah bah cette semaine allez je vais regarder un petit Bayern Real comme il y a 2 semaines. Enfin c'est un exemple à la con, mais vraiment je trouve que c'est une idée de merde, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a des joueurs qui ont déjà donné leur avis sur le sujet, parce que c'est vrai qu'on parle de Super League, mais j'ai jamais lu des joueurs qui ont donné leur avis sur le sujet pour dire oui, on est pour, oui, on est contre. Enfin, si vous avez. Vraiment, j'ai pas vu de joueurs. Je sais qu'il y avait des trucs dans les Football Leagues, mais où ils disaient que le Bayern interdirait de toute façon à ses joueurs qui participent à la Super League de jouer les Coupes du Monde, etc. Donc ça corrobore un peu la déclaration de la FIFA là, mais pas vu de joueurs se prononcer officiellement pour ou contre du coup cette question de Super League. Parce qu'en vrai, le seul truc qui ferait qu'il n'y ait pas la Super League, c'est qu'il y ait on va dire une genre d'immunité collective et que tout le monde se mette contre cette règle et que ça soit vraiment les joueurs, les dirigeants, tout ça. Enfin, les dirigeants, ils vont voir l'argent, donc je sais pas, mais les joueurs, s'ils veulent pas la jouer, peut-être que ça Ouais, sera après, c'est les peut-être la joueurs, seule chose qu'on a. Les joueurs, sais pas. s'ils la jouent et qu'on leur dit bah ça te rapportera 3 fois plus. Ouais. Ouais, t'en fais pas qu'ils vont C'est sûr, ouais, aussi, ouais. ils vont pas réfléchir C'est- 2 fois. ouais. C'est vraiment compliqué, bon. Ouais. Écoute, faut y croire toujours, hein. Moi j'espère vraiment pas. Parce que si ça arrive, c'est en quelle année? 2023-2024, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça pourrait arriver plus tôt, mais Voire plus tôt, ouais. l'ancien Ouais, c'est président ça. du Barça, Bartomeu, avant de se barrer tout simplement, il avait donné son accord pour que le Barça y participe à la compétition. Il l'avait signé. Bartomeu. Ok. Ouais. Très bien, messieurs. Ben, merci pour cette émission qui est la première du nouveau genre. Et donc, du coup, merci à tous de votre participation. J'espère que ça a plu à nos quelques téléspectateurs qui nous ont rejoints pas dans le live Twitch. Donc, on essaiera de mettre l'émission en ligne par la suite. Ah, il y a un petit problème au début parce qu'il manque, je crois, les 5 premières minutes où j'avais pas démarré l'enregistrement de l'émission. Mais on va régler ça de toute façon pour les prochaines. On s'adapte. C'est pas grave, j'étais pas encore là, c'est pas grave. C'est ça. Donc, merci à tous. Passez une bonne fin de soirée. Et puis voilà. Merci. Et je tiens à Ben, dire merci qu'Anthony n'a pas respecté son tout le monde. contrat. Hein. Bonne soirée. Merci tout le monde et bonne soirée. Allez, Bonne bonne soirée. soirée à vous. Et allez Merci Lyon, hein. beaucoup. Et Nick Saint-Étienne, c'est minier. Visca Barra, Visca Catalunya. Petite dédicace à Alex ASM et Dagemounibi. Vivement que le club de Tottenham ferme. Tout le monde jamais. s'est barré, mais Anthony a respecté le contrat. Tottenham au chiottes. Prochaine. Allez.